Rebonjour à tous. On va recommencer cette deuxième demi-journée au pays du signalement avec une après-midi qui sera axée sur l'évolution des écosystèmes des catalogues et que nous allons commencer en compagnie de Martine de Noyelles, qui est conservatrice en chef du patrimoine, qui est actuellement chargée de mission prospective numérique à l'INHA, qui a occupé plusieurs postes, notamment au musée du Louvre en tant que spécialiste de l'Antiquité classique, qui a mené des programmes à l'INHA également en lien avec cet intérêt et qui a également un intérêt pour les humanités numériques, qui a mené le programme Image-Usage, dont vous pouvez trouver d'ailleurs le livre blanc en ligne, et qui rédige actuellement une série de guides en ligne pour l'accès aux images et pour les bonnes pratiques autour de l'open data. Et c'est un petit peu ce dont elle va nous parler désormais. Oui, merci Sophie. Je vais donc partager mon écran. Voilà. Merci donc beaucoup à vous, Sophie Desraux surtout et Anne Cardinal, de m'avoir invité à participer à cette rencontre. Je voudrais réfléchir au public pour lequel travaillent les institutions culturelles et notamment aux usagers des catalogues en ligne et évoquer ici, en partant des attentes et des usages, un certain nombre de barrières ou de freins, sans gâcher la fête, qui sont mis à la consultation et à la valorisation des collections et qui sont étroitement liés au statut des images d'œuvres du patrimoine. Je ne parlais d'ailleurs pas que de barrières, mais aussi de l'évolution actuelle qui se fait en continu vers des régimes plus ouverts, semi-ouverts ou totalement ouverts de distribution des images, et également de la formation des utilisateurs professionnels d'un autre point de vue, étudiants, chercheurs, enseignants en histoire de l'art et en archéologie, qui est souvent considérée comme acquise ou qui n'est pas considérée du tout, mais finalement, dans le paysage actuel de cette offre numérique, me paraît vraiment plus que nécessaire. Sophie Desraux l'a dit, entre 2017 et 2020, j'ai donc dirigé le programme Images d'usage, financé par la Fondation de France, donc je passe rapidement là-dessus, qui était destiné à éclairer les problèmes posés par certains régimes de distribution d'images pour la recherche, sa valorisation et pour la valorisation du patrimoine. L'enquête donc, que nous avons réalisée avec l'équipe de la mission Images Usage, Sophie en a parlé aussi, a donné lieu fin 2018 à la mise en ligne d'un rapport Droit des images, histoire de l'art et société, qui reposait d'une part sur 70 entretiens professionnels avec des professionnels du patrimoine, des juristes, des avocats, des chercheurs, des enseignants, des éditeurs, également des agences d'images, des agences de vente d'images, des agences de droit également, de gestion de droit, et sur une enquête en ligne qui a reçu 340 réponses. Donc, il ressortait de cette enquête générale que les différentes catégories d'utilisateurs, mais également les producteurs de contenu, bases de données, catalogues en ligne, rencontraient des difficultés, parfois même dissuasives, dans le cadre de leur travail, à accéder aux images dont ils avaient besoin et surtout à les réutiliser dans toute la chaîne des activités qui est à l'heure, depuis la projection pour l'enseignement ou en conférence jusqu'à la publication papier ou numérique. À cela, plusieurs types de causes. Tout d'abord, bien entendu, je vous apprendrai absolument rien sur ce sujet, je pense, le cadre juridique qui protège légitimement la propriété intellectuelle, restreignant étroitement les usages possibles de toute une partie des reproductions, celles des œuvres qui sont sous droit d'auteur. Si les règles sont claires, un ensemble, le noyau des règles est assez clair, 70 ans après le décès de l'auteur, le droit patrimonial d'un côté qui est limité temporellement avec droit de reproduction, droit de représentation, et le droit moral de l'autre qui est perpétuel, c'est plus souvent leur application qui pose problème, puisqu'elle est en partie sujette à interprétation et peut relever de logiques assez diverses, relationnelles, économiques, culturelles. Mais surtout, l'absence d'exception particulière utilisable par la communauté scientifique en histoire de l'art pose problème. L'exception de courte citation, par exemple, ne s'applique pas aux arts visuels. L'exception pédagogique qui est négociée entre les agences de droit et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est effective, mais beaucoup trop limitative en quantité d'images utilisables et en résolution d'images. Il y a donc là un premier impact très net sur la recherche en histoire de l'art, pour sa partie la plus moderne et contemporaine, jusque dans le fonctionnement des ressources qui sont accessibles pour les utilisateurs. Par exemple, la base Vidéo Muséum,
qui est une des grandes ressources pour l'art moderne et contemporain en France, qui rassemble les collections de 68 établissements, plus de 400 000 œuvres, mais dans laquelle la recherche fédérée par artiste n'est pas possible, recherche qui apparaît comme une sorte de base, de fondement pour tous les moteurs de recherche dans les portails et autres sites. Vous voyez que la recherche par nom d'artiste, par exemple, aboutit à une liste de collections. Il faudra chercher l'artiste dans chacune des listes. Et ça, c'est un exemple de limitation qui est imposé par les gestionnaires des droits d'auteur des artistes. Travailler sur l'art contemporain, donc, et utiliser des images de l'art contemporain, est non seulement générateur de coûts élevés, mais aussi de très sévères limitations du côté des usagers et des producteurs. Et bien entendu, ce que je dis, je ne m'attarde pas parce que ça fait écho à ce que nous a présenté ce matin Céline Latil pour les productions du MACVAL, la photothèque sans images, etc. Il y a une contrainte extrêmement forte, des limitations qui sont fortes et des contraintes financières et un défaut de valorisation qui est tout à fait clair, qui est dû à cette première situation donc des images d'œuvres sous droit. Cependant, on pourrait penser alors que pour la majorité, ici vous avez le copyright de la DAGP, donc qui est une des principales sociétés de gestion de droits, bien sûr, en France pour les artistes. On pourrait penser alors que pour la majorité des œuvres des collections, qui relèvent, elles, du domaine public, ce type de problématique n'existe pas. Mais le paysage qui est tracé par cette enquête et puis par toute la suite du programme que nous avons mené par la suite en nous entretenant à nouveau avec beaucoup de personnes montre le contraire. Il y a de façon générale une incertitude permanente qui pèse sur les usagers du fait de la grande disparité des régimes de diffusion qui sont pratiqués et des ambiguïtés qui pèsent dessus. Aucun droit ne devrait être applicable à une œuvre du domaine public ni à sa reproduction, mais la réalité se présente autrement. Pendant longtemps, le droit du photographe a pu alimenter certains régimes de distribution et constituer la base de taxation des images. Les jurisprudences les plus récentes marquent au contraire que dans le cas des œuvres en 2 dimensions au moins, les prises de vue effectuées sur instruction d'un commanditaire, donc c'est le cas de la numérisation dans les institutions culturelles, le fait de produire des reproductions fidèles d'une œuvre ne peuvent ouvrir à droit d'auteur, qui est basé sur la notion d'originalité de l'œuvre. Plus encore, la directive européenne de 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, parmi un arsenal très débattu de dispositions, stipule dans son article 14 que les États membres prévoient que lorsque la durée de protection d'une œuvre d'art visuel est arrivée à expiration, tout matériel issu d'un acte de reproduction de cette œuvre ne peut être soumis au droit d'auteur ni aux droits voisins, à moins que le matériel issu de cet acte de reproduction ne soit original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur. Ça signifie que, sauf exception, à une reproduction d'œuvres qui relève du domaine public, aucun droit ne peut être appliqué. Ce principe, qui doit être transposé donc dans leur loi par les États membres, valide l'existence et la protection du domaine public en matière d'art visuel. Aujourd'hui, les institutions culturelles tentent à mettre fin peu à peu à la pratique des contrats signés avec des photographes sous régime du droit d'auteur. Mais cette évolution n'est pas forcément bien connue dans le public, et évolution qui n'est pas linéaire d'ailleurs. Donc la situation est encore, disons, hétérogène. Et la confusion peut être entretenue par certaines mentions qui sont apposées sur les notices. Par exemple, la marque de copyright qui est largement utilisée encore, bien que n'ayant pas de valeur juridique en France. Il est d'usage cependant de l'employer pour marquer l'identité du gestionnaire ou du bénéficiaire des droits réservés d'une œuvre. Hein, et donc c'est à ce titre qu'elle apparaît, on le voit dans la base vidéo muséum, pour la DAGP, comme elle apparaît pour la succession Picasso, pour les héritiers Matisse, etc., pour les détenteurs de droits. C'est, disons, un usage, mais qui n'entraîne aucune conséquence juridique. Mais on la trouve aussi, ce qui est plus embêtant, fréquemment apposée à côté du nom d'un photographe, avec probablement initialement, ou dans un certain nombre de cas, le sens d'une attribution de paternité. Parce que par exemple, dans l'exemple que vous avez sous les yeux ici, le commentaire qui figure à côté indique que ces photos
proviennent de tel ou tel photographe. Ils ne disent pas que ces photos relèvent du droit d'auteur du photographe. Il n'empêche que pour l'usager qui se trouve face à cette mention, il est impossible de savoir si le photographe a des droits ou n'en a pas dans ce cas. En regardant cette notice, l'usager ne peut avoir aucune indication sur le régime éventuel de taxation de l'image et si celui-ci est éventuellement, s'il y a une gratuité éventuellement accordée par le musée, ce qui peut ne pas être mentionné mais être le cas en fait si on prend contact, ou s'il y a des frais techniques par exemple, ou s'il y a un barème, ou s'il y a un prix qui est indexé sur un barème de droit d'auteur, ce qui fait une grosse différence en termes de montant financier. De même, la marque copyright peut être apposée à côté du nom du détenteur de l'œuvre, le propriétaire de l'œuvre. Le photographe, ici, dans cet exemple, vous le voyez, est crédité d'une façon normale, c'est-à-dire photo ou crédit photographique, un tel. En revanche, on a une marque de copyright qui est apposée à côté du musée, alors que le propriétaire d'une œuvre, juridiquement, ne détient pas et gère très rarement un droit sur celle-ci, d'autant plus quand elle est, comme c'est le cas ici, dans le domaine public. On le sait, en dépit de la loi pour une république numérique de 2016, qui promouvait l'open data des organismes gouvernementaux français, les institutions culturelles, par un décret spécifique paru la même année, restaient autorisées à taxer les réutilisations de leur contenu numérisé. C'est là le point de départ d'une situation qui n'est pas harmonisée, pour ne pas dire extrêmement diverse au niveau national, et qui n'a aucune clarté pour les utilisateurs. La plupart desquels, d'ailleurs, dans le cours de leur recherche, doivent affronter en parallèle des conditions d'utilisation d'institutions étrangères qui sont tout aussi diverses. Des témoignages recueillis par le rapport de 2018, il ressort que beaucoup de chercheurs sont découragés à l'avance, adoptent des tactiques de contournement ou abandonnent l'idée d'utiliser une image sélectionnée dans le cadre de leur discours, de leur démonstration, devant le manque d'information ou l'incertitude sur le coût de l'iconographie, pour se tourner souvent vers une autre image, par exemple, plus ou moins équivalente, qui sera trouvée directement et téléchargeable directement sur des sites d'open content et bien évidemment, souvent des sites d'institutions étrangères. La diversité des régimes que j'appellerais de semi-ouverture, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts aux usages scientifiques et qui sont fermés aux usages commerciaux, donc gratuité pour les usages académiques ou scientifiques et éducatifs, ou pour les usages non commerciaux, là aussi il y a un vocabulaire extrêmement variable, oblige souvent à lire intégralement les conditions générales d'utilisation d'un site pour comprendre comment l'institution définit ces fameux usages gratuits, ou comment au contraire elle définit les usages commerciaux, selon les cas. Le Louvre a mis en ligne récemment sa base de données des collections, très récemment même, et publié ses nouvelles conditions d'utilisation, fruit de l'aménagement de sa convention avec la Réunion des musées nationaux. Ils sont limitativement listés les usages que l'on peut faire gratuitement des images, qui sont par ailleurs, comme c'est mentionné, en moyenne définition. En premier lieu, donc, les activités muséographiques ou pédagogiques sur des supports non publiés, projections, présentations, panneaux, cartels. Ces usages ne sont pas soumis à conditions, mais ce sont des usages il n'y a pas de reproduction, en fait, ce sont des usages simplement de diffusion. En second lieu, les publications scientifiques qui incluent les catalogues d'exposition, dont le tirage, publication et catalogue est limité à 1500 exemplaires et dont l'édition doit être faite par un éditeur situé dans l'espace européen. Et puis les publications scientifiques ou pédagogiques numériques qui n'ont pas de restrictions, et ce qui est en soi un véritable progrès. Alors je ne commenterai pas bien sûr ces dispositions, sauf pour dire qu'un tirage de 1500 exemplaires pour un catalogue d'exposition est un tirage extrêmement faible. Donc il y a une véritable restriction, une véritable limitation. Mais surtout, on remarque ici la différence de traitement entre, c'est ce qui frappe dans ces conditions d'utilisation, entre les données images et les données textes. Si les données images, comme vous l'avez vu, sont soumises à des conditions qui sont assez serrées, les données textes sont librement téléchargeables. Elles sont placées sous la licence ouverte étalable, c'est mentionné, autorisant tout type de réutilisation, et elles sont moissonnables au format JSON.
Le PDF de la notice qui est ici sur cette page est directement téléchargeable depuis la page de l'œuvre. De même d'ailleurs que les images ou l'ensemble des images avec ce tout petit bouton. Mais pour les images, il faudra accepter donc les CGU, ce qui signifie donc accepter une utilisation très restrictive. Donc, il y a ce constat que l'open data se répand en effet dans les institutions culturelles comme dans les autres institutions publiques françaises, mais que les images patrimoniales résistent encore à cette open data et semblent relever d'un autre régime que les contenus textuels. Donc les images ne sont pas des informations comme les autres, ça on le sait tous bien sûr, et il y aurait beaucoup à développer sur leur perception, sur leur rôle, sur leur statut, sur leur nature de substitut des œuvres, mais évidemment ce n'est pas le sujet ici. Mais on a cette résistance de l'image bien sûr, à cause de raisons, de causes qui sont multiples. Quelques exemples étrangers pour vous montrer aussi la variabilité des conditions de cette semi-ouverture, donc qui cherche à favoriser les usages scientifiques. Ici, les conditions d'utilisation du Victorian Albert Museum, en particulier avec une limite de tirage pour les ouvrages papier de 4000 exemplaires. Donc, vous voyez qu'on est nettement dans une dimension supérieure d'autorisation. Une autorisation de 5 ans pour les publications numériques. Une gratuité pour les non-profit organizations. Donc, la conjonction de ces paramètres et la façon de les présenter, la façon dont ils sont expliqués, définit aujourd'hui une identité numérique de l'institution et sa vision, la vision qu'elle a de la recherche sur les collections et également de ce qu'est son rôle en tant que diffuseur de savoir sur les collections vers le public. La Bodleian Library, bien entendu, qui, elle, a une licence Creative Commons, CC BY NC 4.0, donc une licence non commerciale, avec le détail des usages autorisés, des usages interdits. Donc les usages autorisés gratuits sont les usages considérés comme académiques. Ici, le tirage pour une publication est au seuil de 3000 exemplaires. Ce qui est bien. Il y a également une autorisation sans condition pour les activités numériques académiques, les blogs scientifiques, etc. C'est très bien, mais vous voyez qu'on a une sorte d'arbitraire, puisque chaque institution diffuse ainsi sa vision de ce qu'elle souhaite donner véritablement à la recherche. Donc, on ne sait jamais en entrant sur un site, finalement, exactement quel type de conditions on va trouver. Les aspects plus pédagogiques du British Museum, qui lui aussi est sous une licence Creative Commons non commerciale et partage à l'identique, avec des cas très très concrets qui sont présentés sous forme de fac sur les cas d'usage et sur les implications par rapport à l'utilisation des images. Alors, cette grande diversité, c'est vraiment l'élément d'incertitude d'un usager qui approche un site pour essayer de se fournir en images, une ou plusieurs, et c'est compté aussi sans la variabilité des interfaces, du design des sites, bref, une sorte de jungle, comme parole qu'on a repris en fait de ce mot qui a été répété plusieurs fois par certains des interviewés, une jungle où il est chronophage de faire son chemin, où ça peut être coûteux, où il est impossible, enfin, où le danger, le lion qui guette, c'est la découverte de frais inattendus, hein, surtout pour, par exemple, quand on est doctorant, c'est quelque chose qui, j'ai des exemples très concrets de de 1000 € qui ont été demandés à une doctorante qui cherchait son iconographie. Donc, on a vraiment ce danger-là qui pèse. L'impossibilité de programmer le coût d'une iconographie pour un éditeur scientifique ou pour un chercheur. L'impossibilité, la difficulté à rétronumériser des ouvrages ou des revues pour une institution qui le souhaiterait. Ou encore l'incertitude quand on commence à employer de nouveaux outils numériques, par exemple des plateformes collaboratives de recherche, etc., sur ce que vont être les différents régimes quand on rassemble des corpus disséminés, etc.,
comment on va pouvoir finalement fixer un budget ou évaluer le coût de cette opération. Bien entendu, l'essor de l'open content, de la réutilisation libre et gratuite des images, en parallèle avec cette situation largement répandue, constitue une des solutions les plus efficaces à la majorité de ces problèmes, non seulement à cause de la facilité de réutilisation, mais aussi parce que cette politique s'accompagne souvent de bonnes pratiques pour un accès direct, un accès intuitif et pour l'information des utilisateurs. Et je vous en donne donc quelques exemples. En espérant ne pas vous embêter parce que vous devez connaître tout ça, mais en se reposant sur les attentes des utilisateurs, c'est vraiment ce genre de choses qui constituent, même dans le cadre de collections qui ne sont pas entièrement ouvertes, qui constituent vraiment un plus et qui constituent une aide. Alors, ça c'est plutôt quelque chose pour le public en général, mais la Bibliothèque nationale d'Espagne a un site que j'aime beaucoup parce que on a véritablement un accès thématique par dossier qui sont à la fois des choses populaires, mais également des techniques, des points forts des collections qui donc facilitent l'interaction avec le public. Une chose très importante, je pense, et qui n'est pas encore très répandue, mais ça dépend là encore des collections. Il faut avoir des collections de types variés, dont les œuvres sont sous des régimes variés. C'est bien entendu le portail du musée de Bretagne, qui est pionnier parmi les musées en France pour le passage à l'open content, qui a un filtre qui permet de rechercher par licence, depuis la marque du domaine public jusqu'au copyright tout droit réservé, en détaillant, qui est là aussi, bon, on sait que c'est quelque chose qui se généralise, même Google aujourd'hui a une fonction de ce type, mais là on a vraiment quelque chose de très détaillé qui colle à la nature des collections iconographiques du musée. Toujours la Bibliothèque nationale d'Espagne, on a effectivement l'accès par type de droit aussi. Donc, on peut appeler, en croisant des collections particulières, mais on peut appeler aussi toutes les œuvres qui sont dans le domaine public, ce qu'on appelle ici accès libre, avec un lien cliquable au texte et à l'image, bon, le partage sur les réseaux sociaux, et une possibilité de commenter, d'apporter en commentaire des informations ou de poser des questions sur l'œuvre. Bien entendu, parmi ces bonnes pratiques qui se répandent pas seulement dans les musées en open content, on l'a vu, mais dans les musées qui souhaitent faciliter la compréhension des régimes de l'utilisation des reproductions, il y a la mention de licence, hein, donc soit les licences Creative Commons, soit la licence française étalable, comme ici. Donc, dans la notice du document de la bibliothèque d'INHA, il y a à la fois la mention de la licence étalable, mais il y a aussi un petit texte en dessous qui dit ce qu'est la mention étalable. Et ça, je trouve ça extrêmement utile parce qu'une information détaillée sur les différents types de licences est toujours nécessaire. On sait bien qu'on peut cliquer pour aller à la licence, mais une définition de licence Creative Commons telle qu'on la récupère sur le site n'est pas forcément exprimée en termes qui correspondent aux questions que se posent les utilisateurs. Je pense plutôt que concernant ce point-là, comme d'autres d'ailleurs, il faut véritablement une formation initiale de toutes les personnes qui sont amenées à travailler avec ce genre d'outils, formation séparée qui n'est pas du rôle des institutions, mais qui devrait être intégrée à une formation de chercheurs, par exemple. Bien entendu, parmi des bonnes pratiques, l'affichage du lien de téléchargement et de la licence directement à proximité de l'image. Ça aussi, c'est quelque chose qui facilite, qui fait gagner beaucoup de temps et qui facilite beaucoup la vie. La présence de la licence sous l'image, là encore, et puis on a même le nom du photographe, donc ce qui est intéressant parce qu'on a tout de suite la mention de paternité qui est précisée. Et la citation de l'œuvre qu'on peut copier-coller, qui est cliquable, citation préformatée. Là, dans ce musée dont j'ai oublié lequel c'était, mais qui pratique aussi, qui a aussi le protocole IIIF, comme on voit en dessous, vous avez une fonctionnalité que je trouve très intéressante au niveau de la recherche, qui est, d'une part, on vous met en avant qu'il s'agit
domaine public, donc la promotion du domaine public, mais en outre, il y a les différents formats de téléchargement en vous indiquant les principales utilisations, donc publication ou présentation, avec toutes les caractéristiques techniques, donc la résolution, la définition, le poids. Là, je trouve que justement l'institution, avec ce genre de fonctionnalité, se pose un petit peu en allant au-delà, se pose en accompagnante au plan technique, c'est-à-dire apporte un savoir et des informations techniques à l'utilisateur. C'était voilà, c'était du reste un rappel de principe que vous connaissez tous. Pour insister sur cette idée donc qui anime un peu tout ce que je vous dis, que l'ouverture des images en soi, avec tout ce qu'elle procure de facilité aux réutilisations, ne suffit pas dans le cadre du public académique, comme dans le cas d'ailleurs souvent d'un public plus large. L'accompagnement aux images, qui sont, comme on l'a vu, une donnée délicate, complexe, compte tout autant pour affirmer les bonnes pratiques et pour les propager, tout en fournissant de cette manière-là des modèles qui permettront à d'autres d'avancer en prenant pied sur ce qui a déjà été fait. Aujourd'hui, on entre dans un domaine un petit peu différent, mais que je trouve très, très prometteur et qui commence à apparaître un peu partout. Des tendances intéressantes se font aussi jour concernant l'éthique de l'utilisation des images. Que l'institution peut, à travers des recommandations, aider le public à comprendre ou à apprendre. Et ici, vous avez donc la page de conditions générales d'utilisation du Kunstmuseum de Bâle, qui donne des recommandations concernant la citation et le respect des sources et de l'original, choses qui sont vraiment, là encore, des notions qui ne sont pas forcément innées chez les utilisateurs. Valorisation du partage des connaissances, valorisation du domaine public, et également un paragraphe éthique qui s'appelle « Considérer la pluralité des valeurs », notamment dans le cas d'images sensibles, qui est véritablement une recommandation de type éthique qui là dépasse largement en fait toutes les autres fonctionnalités d'accompagnement d'images. C'est une prise de position des musées dans la société. Ça rejoint tout un tas de problématiques dont on parle aujourd'hui. Alors, ça montre aussi qu'il y a affaire du côté des usagers eux-mêmes, comme j'ai déjà dit, en termes d'informations juridiques, scientifiques ou techniques, afin d'éviter ce qui arrive souvent et qu'on a là aussi recueilli pas mal dans les témoignages qu'on a assez régulièrement, c'est-à-dire que le flou qui sévit autour des images et puis la complication de ces processus ne favorise des pratiques de contournement ou de manière plus générale une absence d'attention aux sources, à la question du droit d'auteur de l'œuvre ou à la question même de la paternité ou à la manière même de référencer les images. Dans cet esprit, vous me pardonnerez donc de terminer par cette petite promotion, autopromotion, mais Sophie en a déjà parlé, donc je me sens libre d'en parler. Oui, il m'a paru utile de rédiger des guides, de rédiger des compagnons, comme on dit en anglais, pour des différentes catégories, mais entre usagers et professionnels, puisque finalement on se rend compte que les problèmes, il y a des endroits où les problèmes se recoupent largement. Et on est en train donc de publier le premier, qui est le guide, un petit guide qui accompagne à la recherche et à la réutilisation des images, que j'ai rédigé donc avec Johanna Daniel, et qui sera mis en ligne sur le site de l'INH à la fin du mois, mais qui fera aussi l'objet d'un tirage papier bien en dessous de 1500 exemplaires, mais qu'on pourra communiquer à l'occasion aux personnes que ça intéresse. Ici, vous avez simplement la table des matières qui reflète la composition du guide. Donc, c'est une sorte de chemin qui mène de la recherche d'une image dont on a besoin jusqu'à sa publication, et qui commence avec le rappel des éléments juridiques fondamentaux, puisque là, on a vraiment, à chaque fois, on se rend compte que les gens ont un peu de désarroi vis-à-vis trouvent que c'est compliqué, voilà. Les différents types de licences, et se poursuit avec une aide à l'analyse des usages qui est extrêmement importante, c'est-à-dire vraiment de faire l'auto-analyse de son projet de recherche,
qu'on a essayé de rendre clair grâce à un tableau de correspondance qui fait trois pages, hein, vous voyez la première ici, et qui liste les usages et finalement le type de processus qu'on doit accomplir en fonction de la nature de l'œuvre, c'est-à-dire si elle est dans le domaine public, sous droit, etc. Donc à chaque fois, on a essayé et s'il s'agit d'une publication papier ou d'un usage papier ou d'un usage numérique, on a essayé de rendre ça un petit peu plus clair en classant ça sur ce tableau de correspondance. La dernière partie du guide, donc, et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi favoriser du côté des usagers, enfin, il faut combattre l'indifférence à la citation de l'image, aux métadonnées de l'image, parce qu'elle existe. Je parle aussi en tant que chercheuse qui a affronté les problèmes et qui quelquefois a été tentée effectivement de prendre les choses un peu à la légère parce que ça semblait être un univers un peu sans contrôle. Donc la façon de citer les images, qui, contrairement aux normes de citation textuelle qui sont systématiquement diffusées par les éditeurs ou les directeurs scientifiques de publication, ne font quasiment jamais l'objet d'une harmonisation, par exemple dans un volume collectif ou dans une revue, et sont laissées souvent au gré des auteurs. Bon, ça se normalise un petit peu plus, mais pendant très longtemps, on a vraiment eu une sorte de… Voilà, chacun titrait son image comme il voulait. Or, c'est particulièrement important à l'ère des catalogues et des corpus numériques, un certain nombre d'éléments, depuis le numéro d'inventaire, ça c'est plutôt une pratique muséographique, une pratique de bon respect, de bonnes pratiques de respect des musées, ou bien la mention de licence sont souvent, peuvent être mal compris ou négligés. On espère donc qu'en équipant le chercheur avec ces différentes informations, et on a pensé bien sûr au premier chef aux étudiants et aux jeunes chercheurs de l'INHA, dont la formation doit inclure ces notions-là, pas seulement, comme c'est souvent le cas, il y a une formation juridique, mais c'est une formation sur tout ce qui est interdit en général. C'est-à-dire que c'est une formation sur le droit d'auteur qui est assez terrible parce que elle n'ouvre pas à la possibilité, à des pratiques et à un accompagnement vers l'obtention, une facilité plus grande d'obtention des images. Donc je pense que c'est un enseignement qui fait intégralement partie de la formation de la recherche en histoire de l'art et en archéologie et qu'il faudrait intégrer comme tel. Donc, on espère leur permettre de prendre en charge leur projet de recherche et de prévoir la constitution de leur iconographie avec toutes les variantes qu'il y a dans l'utilisation d'une image, parce qu'on peut commencer par l'acquérir à des fins d'études, mais on peut ensuite la projeter, on peut ensuite publier sa thèse. Donc, on a des changements de statut de l'image à l'intérieur même de ce parcours, et c'est ça qui est compliqué. Et d'être mieux préparé aux variations qu'ils vont rencontrer dans les régimes de diffusion des institutions. Également d'être mieux préparé à dialoguer avec les institutions. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que ces quelques points d'attention ne vous ont pas paru trop basiques. Je pense que c'est surtout leur croisement qui peut être intéressant. Et je vous remercie de votre attention. Merci Martine, merci pour cette présentation. Alors nous avons une question de Madame Christine Vivet-Péclet. Qu'en est-il des œuvres en 3 dimensions dans le domaine public? Alors, il y a justement plus d'ambiguïté concernant les œuvres en 3 dimensions au niveau des jurisprudences, puisqu'il est plus admis que par rapport aux œuvres en 2 dimensions qu'on photographie. Il y a moins de fantaisie, si vous voulez, il y a une question de parallaxe, d'éclairage, etc. Pour les œuvres en 3 dimensions, c'est beaucoup plus compliqué et il y a plus de marge d'interprétation de la part du photographe. Donc, par exemple, les musées de la ville de Paris qui ont mis en ligne leur collection sous licence CC0, donc totalement ouverte, ont commencé par les œuvres en 2 dimensions de manière à pouvoir réfléchir un peu plus longtemps au cas des œuvres en 3 dimensions qui ne sont pas totalement considérées comme des œuvres dont la reproduction pourrait échapper au droit à la création et à l'originalité. Voilà. Donc on est encore dans cette ambiguïté. Ceci dit, avec tous les régimes, enfin, plus l'open content avance et probablement plus dans la culture juridique, la chose va se simplifier. Mais on est encore dans une période de transition, donc voilà, ça dépend on est en tangent sur ce point-là. Merci pour cette réponse. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Si vous voulez poser des questions à l'oral. Ah si, attendez, peut-être là. J'en vois une. Oui, j'en ai une deuxième. Alors, de Anne Jourdain.
L'Institut supérieur des arts de Toulouse n'a jusqu'à aujourd'hui pas mis son inventaire d'œuvres, plus de 1400, en ligne, faute de lien avec les ayants droit pour les œuvres encore sous droit. Ai-je bien compris que les institutions publiques pouvaient mettre les dites œuvres en ligne à condition que les images soient en basse définition sous forme de vignettes? Alors, Céline Latine en a parlé ce matin, je crois, à propos des conditions qui sont celles du… Peut-être qu'elle pourrait répondre d'ailleurs mieux que moi, à propos des conditions qui sont celles des images au MACVAL. Tout dépend des ayants droit, à vrai dire, parce que soit c'est une société de gestion de droit, soit ce sont des ayants droit privés. Je pense que ça se règle au cas par cas et qu'il n'y a pas de… Enfin, il me semble qu'il n'y a pas de convention établie de manière… Céline, peut-être vous pouvez parler de ça. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Oui. Oui. Donc, ce matin, je parlais des vignettes, je parlais des couvertures de livres où il y avait une tolérance des éditeurs. Pour les images qui reproduisent des œuvres, en fait, il faut voir qui sont les ayants droit. Soit l'artiste gère ses propres droits et vous pouvez tout à fait négocier directement avec lui un usage gracieux, enfin non payant pour reproduire effectivement, mais ça se détermine et ça se passe sous contrat. Soit l'artiste a un contrat avec la DAGP et c'est la DAGP qui fixe les conditions, voilà. Donc non, c'est pas parce que c'est en basse def que c'est faisable. Ça peut être faisable, vous pouvez l'avoir, mais il faut négocier au cas par cas. Voilà. C'est ça. Et même pour des œuvres qui nous appartiennent, c'est ce que je disais ce matin, on a des coûts de reproduction des différentes œuvres de la collection sur les différents supports qui sont très, très importants annuellement. Nous, la majorité de nos artistes sont à la DAGP. Pas de chance. Merci. Alors, je n'ai pas d'autres questions. On va peut-être passer à l'intervention suivante, Sophie. Merci. Oui, tout à fait. Donc, merci pour cette intervention. La suivante concernera le moteur collection et sera menée par Thierry Bultinger, qui, après une formation d'ingénieur, a travaillé dans plusieurs musées, notamment sur des référentiels et des bases de gestion de collection, et qui est aujourd'hui responsable de ce moteur collection, même si ça a l'air de bouger un petit peu au ministère de la Culture. Il va peut-être nous en dire davantage. Bonjour à tous, merci pour l'organisation de cet événement. Je vais vous partager mon écran pour mettre la présentation. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, c'est très bien, merci. Très bien. Donc, je suis en effet Thierry Bultinger. Je suis alors entre le moment où vous m'avez sollicité, mes fonctions au sein du nouveau service du numérique du ministère ont un peu changé. Aujourd'hui, je suis positionnée sur l'administration des agrégateurs et des référentiels de données culturelles. Mais à ce titre, j'assure toujours le service après-vente du moteur collection. Alors, j'ai un peu hésité à faire cette présentation du moteur collection. Peut-être certains d'entre vous connaissent ce moteur. C'est un moteur qui est assez ancien et qui aujourd'hui est un petit peu obsolète. Cependant, il est quand même, on va dire, il peut être considéré comme un moteur alternatif. Et ceci dit, il part d'une philosophie qui est malgré tout intéressante. Donc, alors, j'ai intitulé ma présentation « Moteur collection, un portail fédérant des ressources culturelles sur tout le territoire » parce qu'en effet, il a vocation à fédérer et à interroger des ressources provenant de différentes sources. Voici le plan que je propose. Alors, je vais un petit peu réexpliquer ce que c'est que le moteur collection. Je vais en faire une petite cartographie des ressources et à la fin, je vais un peu vous parler des perspectives. Le moteur collection. Alors, moi, je suis assez récent au ministère de la Culture, donc je n'ai pas vu la naissance de ce projet, mais c'est un projet qui est assez ancien puisqu'il date de 2007.
C'est un moteur, ce n'est pas une base de données. C'est une précision importante parce que les données ne sont pas hébergées par le ministère de la Culture, mais c'est un petit peu comme un Google, c'est-à-dire que lorsqu'on affiche les résultats de recherche, on pointe vers la source des données, la notice d'œuvre ou que sais-je. Donc, c'est un moteur de recherche, ça n'est pas une base de données. Enfin, c'est un moteur de recherche sémantique qui permet des interrogations en langage naturel. Là aussi, moteur de recherche sémantique, je préfère préciser de suite que ça n'a rien à voir avec le web sémantique. Un moteur de recherche sémantique permet en effet par des interrogations d'interroger sur des mots approchants, mais n'est absolument pas la philosophie du web sémantique qui est plutôt la compréhension de données par des machines. Donc, ça n'est pas du tout la même chose. Enfin, il permet d'interroger de nombreuses sources de données et au-delà du portail collection, on englobe dans le terme moteur collection un agrégateur. Il faut aussi savoir que les sources de données qui sont indexées dedans sont aussi envoyées vers le portail Europeana par un entrepôt de données OAI que vous connaissez peut-être. Donc, c'est aussi l'agrégateur de données nationales pour le portail Europeana. On y accède à cette adresse que vous voyez à votre écran. Aussi une petite précision sur l'adresse, il n'est pas forcément retrouvable, il ne possède pas son adresse propre, il est, on va dire, dans quelques sous-strates du site du ministère de la Culture, qui fait qu'aussi en termes de valorisation et de mise en avant, il n'est pas toujours facilement retrouvable. Bon, en tout cas, vous en avez l'adresse, il permet des recherches simples, avancé, il a une partie éditoriale et dans cette partie éditoriale notamment des focus et des thématiques. Lorsqu'on fait une recherche, évidemment, on peut, mais ça c'est assez classique, peut-être que vous le savez déjà, on peut faire un affinage des résultats par facette. On affiche les résultats avec à la fois l'imagette, les extraits de textes de notices centrés sur le mot recherché. On affiche aussi la source de données et lorsqu'on clique sur le résultat de recherche, ce n'est pas les données du ministère, comme je l'ai dit précédemment, c'est un lien direct vers la ressource distante. C'est un moteur sémantique qui permet de retrouver des termes. Alors, par exemple, voilà, quelle que soit sa forme plurielle, conjuguée, de même racine étymologique ou parfois de synonymes, par exemple vitrail, vitraux, Moyen-Âge, médiéval, ou bien même de synonymes comme Le Corbusier ou Charles-Édouard Jeanneret. Voilà, il permet par sa recherche avancée de faire des recherches d'interroger différentes bases. Donc vous voyez, on va dire, l'ensemble des bases indexées par le moteur collection. Lorsqu'on regarde, donc là je reviens juste sur ceci, ça nous permet déjà de faire une petite cartographie des ressources indexées par le moteur collection. Alors, on a, voilà, en termes de statistiques, il donne accès à plus de 6 millions de documents et à 4 millions d'images. Il interroge simultanément une quarantaine de bases de données, des centaines d'expositions virtuelles, et des focus et des thématiques qui couvrent différents domaines artistiques, donc l'archéologie, l'architecture, etc. Donc c'est un moteur à large spectre. Si on regarde un petit peu aussi les institutions qui sont fournisseuses de données pour le moteur collection, donc on a les grands musées, le Louvre, musée d'Orsay, le MUSEM, musée du Quai Branly, on a des bibliothèques, des associations, et on va dire en termes voilà, d'éléments indexés, on indexe des notices d'œuvres, des notices de monuments, des documents, des publications scientifiques en ligne, des notices bibliographiques, des notices de fonds, des expositions virtuelles et aussi des sites internet.
En termes de fonctionnement, ce sont des sets de données qui nous sont régulièrement donnés soit par moissonnage, soit par dépôt de données régulier dans l'agrégateur de données collection. Et ensuite, cet agrégateur sont moulinés par un moteur de recherche qui ensuite les affiche par une interface. Là, on voit, alors je ne sais pas si on le voit bien sur le schéma, mais le schéma était là aussi pour montrer qu'on renvoyait vers la source de données. C'est-à-dire que, voilà, comme je disais, ça n'est pas une base de données, mais un moteur de recherche. Les perspectives, alors, comme vous avez pu le voir ou vous le connaissez déjà, les interfaces en 2021, elles sont un peu datées, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus non plus adaptées à l'usage des smartphones et des tablettes, et techniquement, l'outillage est un petit peu obsolète. Les moteurs de recherche internes, c'est plutôt un moteur de recherche d'entreprise qui est fait en général pour agréger des données qui ne sont pas des données structurées, alors que les données culturelles en général, ce sont vraiment des données structurées. Donc on va dire que la manière dont c'est construit ce moteur est un petit peu datée. La philosophie reste intéressante parce que ça laisse aux institutions la main sur leurs données. Ce n'est pas un import de leurs données dans le moteur collection, ce n'est pas le ministère de la Culture qui possède ces données. C'est-à-dire que la mise à jour de la notice ou bien l'alimentation de nouvelles notices reste à la main des institutions. Et encore aujourd'hui, les statistiques d'audience montrent que ce moteur est encore très utilisé. En 2020, on a effectué un audit technique de cet outillage parce que malgré tout, il est coûteux en termes de licence et en termes d'infrastructure. Et le choix a été fait de le maintenir en condition opérationnelle, c'est-à-dire tel quel, sans ajouter de nouvelles bases. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un outil qui est un peu figé, mais qu'on a choisi de laisser tel quel parce qu'on sait qu'encore beaucoup de gens l'interrogent. Alors, ça ne veut pas dire qu'en arrière-plan, il n'y a pas des réflexions qui sont menées ou pour son remplacement, ou en tout cas pour un repositionnement stratégique de ce moteur dans une stratégie plus globale des données culturelles au sein du ministère. C'est une réflexion qui est déjà largement entamée au ministère, et avec la réorganisation du numérique au sein du ministère, la notion de données culturelles et de feuilles de route et de stratégie pour ces données sont devenues très importantes, et on va aussi se servir du fait que voilà, ce moteur, on va essayer, je pense que ce n'est pas moi qui mène directement cette stratégie, mais je crois qu'il a été compris que ce moteur collection, non seulement pour sa partie agrégation, mais aussi en termes de portail, est un enjeu important, et en ce sens, les besoins couverts par ce moteur seront couverts dans une future stratégie. Voilà. Merci, Monsieur Bultinguer, pour cette présentation. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de questions. J'attends si les gens lèvent la main, si vous voulez poser des questions directement à l'oral. Non, il n'y avait pas de questions. Très bien. Sinon, elles viendront peut-être par la suite. Et on se mettra à Monsieur Bultinguer. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de maintenant… Il y a une question de Martine, Sophie, je crois. Oui. Je voulais demander à Thierry Bultinguer si le moteur est adossé à des thésaurus. Comment est-ce que ça fonctionne de ce point de vue-là? Ce sont
pas des thésaurus au sens, c'est pas du SCOS ou c'est plutôt des dictionnaires de synonymes. C'est-à-dire, voilà, c'est plutôt un mappage entre différents mots et des mots correspondants. Ça n'est pas les thésaurus, on va dire, au sens que vous avez l'habitude d'utiliser dans des bases de données de gestion des collections habituelles. Moi, je n'ai plus de questions. Bon. A priori, c'est bon. Eh bien, je vous propose qu'on prenne la pause maintenant avec 5 minutes d'avance. Merci, Monsieur Bultinger. On peut se retrouver à 15h10, ici même, pour la suite des interventions. Est-ce que Philippe et Clément sont là? Oui, ils sont là. Parfait. Donc, je vais vous laisser la parole pour cette première intervention de la toute dernière partie de notre journée. Donc, Philippe Goglier est originellement ingénieur d'études. Il a commencé sa carrière à la Bibliothèque nationale de France au sein du projet Richelieu qu'Aliéna nous connaissons bien, avant de passer au département de la conservation. Et en 2020, il a rejoint le Giscolex-Percé comme chef de projet cartographie, d'abord à la Contemporaine, puis depuis très récemment au Muséum d'histoire naturelle. C'est également du Muséum d'histoire naturelle que nous vient Clément Houry, qui lui est historien de formation, archiviste paléographe, et qui a également commencé sa carrière à la Bibliothèque nationale, mais du côté plutôt numérique. Il est ensuite passé par l'ISSN avant de rejoindre la Bibliothèque du Muséum en 2019, où il est actuellement chef par intérim du service conservation, numérisation. Et je leur laisse la parole pour nous parler du projet de cartographie du Giscolex-Percé. Merci Sophie. Effectivement, nous allons commencer si vous nous entendez bien. Non, c'est toujours le temps d'intervenir. Donc effectivement, à notre tour, nous allons nous intéresser à l'enjeu du signalement et de la visibilité des catalogues, mais en prenant cette fois-ci le point de vue des bibliothèques de recherche. En effet, on va vous présenter un dispositif qui est pensé à la fois par des chercheurs et aussi des bibliothèques qui dépendent plutôt de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est la cartographie des fonds d'excellence Colex-Percé. Évidemment, nous allons l'aborder sous l'angle de l'art et de l'histoire de l'art. Mais alors, avant cela, on va d'abord vous expliquer un peu rapidement ce que c'est Colex-Percé. Alors, Colex-Percé, d'abord, c'est un réseau. C'est un réseau de bibliothèques ou d'autres types d'établissements de l'information scientifique et technique qui contiennent un certain nombre de collections, et ces collections sont labellisées collections d'excellence car elles remplissent trois caractéristiques, trois critères. D'abord, elles sont collections d'excellence au titre du fait qu'elles représentent un intérêt scientifique exceptionnel pour la recherche. Souvent aussi, ce sont des collections de nouvelle génération, hybrides, qui associent à la fois des ressources sur support physique et des ressources numériques. Et enfin, ces collections ont vocation à permettre le développement de services documentaires à destination des chercheurs. C'est en cela, et c'est son statut, que Colex-Percé est véritablement une infrastructure de recherche. Justement, cette vision doit permettre un peu de dépasser l'opposition ou le clivage traditionnel entre collections et services pour se poser vraiment la question de l'usage et de la valeur ajoutée de ces collections pour les chercheurs. Et justement, en se posant la question de l'usage et des services, ça permet de voir que Colex-Percé n'est pas seulement l'héritier des cadistes, c'est souvent vu ou présenté comme ça, et même à bien des égards, Colex-Percé n'est pas du tout le nouveau nom des cadistes. Alors, en pratique, qu'est-ce que c'est les objectifs de Colex-Percé? Alors, c'est vrai que ce dispositif a pris la relève des cadistes, qui étaient, en tout cas les bibliothécaires dans l'Assemblée doivent le savoir, un réseau de bibliothèques de référence qui est né dans les années 80, et grâce à une subvention spécifique, ces bibliothèques pouvaient acquérir des documents français et étrangers de niveau recherche. Quelque part, le reproche qu'on a fait aux cadistes et qui a donné lieu à
l'aboutissement de Colexpercé, c'est que ces cadistes fonctionnaient un peu en silo, quelle que soit la qualité de la recherche, la documentation qu'ils acquéraient, et eux-mêmes n'arrivaient pas à faire véritablement un réseau. Or, la capacité à faire réseau est quelque chose de fondamental pour Colexpercé. D'autre part, Colexpercé prend acte du fait que, contrairement aux décennies précédentes, les ressources documentaires sont désormais largement accessibles pour les chercheurs, de façon gratuite ou payante, sans que les chercheurs ne sachent forcément si la bibliothèque a eu un rôle là-dedans. Or, on considère dans Colexpercé que les bibliothèques n'ont pas simplement vocation à être une sorte de centrale d'achat, mais qu'elles doivent accompagner la mutation numérique des collections et qu'elles doivent aussi accompagner les nouveaux usages de recherche. Alors pour ça, il faut avoir une approche très large des différentes dimensions de la collection, des différentes étapes de son cycle de vie. Donc ça suppose que Colexpercé puisse soutenir le développement des collections, que ce soit sous forme physique ou sous forme numérique, par l'acquisition ou la numérisation, que Colexpercé puisse aussi servir à améliorer leur visibilité. Vous voyez tout de suite pourquoi on va parler de cartographie, leur diffusion, l'échange des collections, leur conservation physique ou numérique aussi. Ça doit permettre d'accompagner les chercheurs dans leur pratique de travail. Et enfin, c'est un élément extrêmement important, Colexpercé doit s'inscrire dans le mouvement de la science ouverte, notamment en permettant de produire ou d'utiliser des données qu'on appelle FAIR, c'est-à-dire faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Alors, quelque chose de très important, un principe sous-jacent fondamental dans Colexpercé, on a tendance à dire que c'est l'ADN de Colexpercé, c'est la logique de co-construction entre les chercheurs et les experts de l'information scientifique et technique. Ça se voit notamment dans le portage des projets, la constitution de collections, mais ça se voit aussi dans la gouvernance. La gouvernance de Colexpercé, c'est à la fois un conseil des membres qui va réunir plutôt des directeurs d'établissement, un conseil scientifique qui aura donc des enseignants-chercheurs, et un comité opérationnel avec des experts de l'IST, beaucoup de bibliothécaires, pour l'accomplissement opérationnel des projets. Alors justement, ça nous permet de nous poser la question des acteurs de Colexpercé. Administrativement, Colexpercé, c'est un groupement d'intérêt scientifique qui est porté par la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Ce groupement d'intérêt scientifique a une durée de vie, il a été établi en 2017, il doit prendre fin en 2022 et potentiellement, les réflexions sont en cours, évidemment, il pourrait exister sous une autre forme, de Colexpercé 2.0 à partir de 2023. Et d'un point de vue financier notamment, Colexpercé bénéficie du soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et de l'Alliance Athéna. Mais surtout, Colexpercé, on l'a dit, c'est un réseau. Alors dans ce réseau, le premier cercle, quelque part, c'est les 21 bibliothèques délégataires et associées. L'INHA, par exemple, est une bibliothèque associée, qui vont porter des projets, piloter des groupes de travail, par exemple. Il y a aussi, dans ce domaine, 5 opérateurs ou partenaires majeurs. On parle de numérisation, donc Percé est un partenaire. Il y a aussi l'ABS, le CTLES, l'INIST ou encore, voilà, la BNF n'est pas un opérateur, mais c'est un partenaire, évidemment, quand on parle de collection, de recherche et de numérique, la BNF n'est jamais très loin. Pour la question de la cartographie, un opérateur comme l'ABS est tout à fait important. Et enfin, plus largement, ce réseau, c'est aussi le réseau des établissements qui comportent des collections d'excellence labellisées. Il y a plus de 160 collections d'excellence qui ont été repérées. Et donc, ces établissements peuvent être amenés à participer à des groupes de travail ou à répondre à des appels à projets. Donc, vous voyez sur cette carte qui est tirée du site de Colex, où on peut trouver des collections labellisées d'excellence. Et Colexpercé, enfin, a des relations structurées avec d'autres structures dans des domaines similaires comme la TGIR Humanum ou le Comité pour la science ouverte. Alors, qu'est-ce que ça fait et quels sont ses moyens concrètement, Colexpercé? Alors, ces moyens, c'est un budget annuel de 5 millions d'euros, ce qui n'est pas
pas mince. Une partie de ce budget sert à alimenter des crédits récurrents pour les établissements du réseau. Donc, ces crédits récurrents permettent d'acquérir des collections, mais aussi potentiellement de développer des services vis-à-vis des chercheurs. La souplesse d'utilisation est plus forte que dans l'ancien système. Colexpercé, c'est aussi un ensemble de groupes de travail. Donc là, en fait, on va retrouver les différentes dimensions que j'évoquais. Donc, il y a un groupe de travail sur la numérisation, sur l'acquisition de ressources en licence nationale, la cartographie, on y reviendra, la fourniture de documents à distance, évidemment, si on constitue des collections d'excellence, c'est important de les faire rayonner sur l'ensemble du réseau national. Et il y a aussi un groupe sur la préservation numérique qui a lancé d'ailleurs en mai un appel à manifestation d'intérêt pour travailler en commun sur de nouvelles relations avec les opérateurs de préservation. Quelque chose qui peut être assez visible désormais dans Colexpercé, c'est aussi les appels à projets. Il y en a eu 2 séries jusqu'ici, une 3e qui est attendue d'ici quelques semaines. Ces appels à projets ont vocation à soutenir des modes d'action variés. Il y a par exemple la numérisation enrichie. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans des logiques de numérisation simple, ça doit être accompagné et notamment en lien avec les chercheurs et avec leurs besoins, de la fourniture de métadonnées spécifiques. Par exemple, on a un projet sur les archives parlementaires au sein de Colexpercé qui permet d'identifier au sein des comptes rendus de l'Assemblée sous la Révolution, quel était l'orateur, quel était le sujet, des choses comme ça. Il y a des choses, ça peut aussi soutenir des projets sur les services à la recherche ou encore sur la structuration des métadonnées, publicité personnelle ou corporatiste. Au muséum, on a lancé un projet qui s'appelle DataPOC, qui permet, avec un certain nombre de métadonnées structurantes, de faire parler les différents gisements de données des différentes collections naturalistes du muséum et les gisements de métadonnées de la bibliothèque. Donc on voit en fait qu'avec ces 2 exemples, il y en a beaucoup d'autres, que ces appels à projets sont multidisciplinaires et pour correspondre à la logique de Colexpercé, il faut toujours qu'il y ait un coportage entre un chercheur et un expert de l'IST. Il y a aussi des programmes de soutien. Colexpercé vise aussi à soutenir des programmes qui existent en dehors de lui, mais qui ont des objectifs communs, par exemple Cartomundi pour la description des ressources cartographiques, le programme Respadon avec la BNF et l'Université de Lille notamment, qui s'intéresse à l'exploitation scientifique des archives du web, ou encore NumaHop, je crois que ça intéresse aussi l'INHA, qui est une plateforme de suivi de la numérisation qui aide aussi à mieux diffuser les données et à mieux les préserver. Enfin, Colexpercé organise enquêtes, conférences et journées d'études. Et vous avez tout ça, si ça vous intéresse, sur le site web et à partir du fil Twitter Colexpercé. Tout ça nous amène justement à nous intéresser à un projet, un groupe de travail en particulier, qui est ce projet de cartographie. Alors, ce projet de cartographie repose sur quelques constats. D'abord, on l'a dit, il y a dans les bibliothèques du réseau et ailleurs un certain nombre de collections d'excellence. Mais ces collections d'excellence peuvent être parfois méconnues des chercheurs. Il y a donc des enjeux forts de sensibilisation pour un meilleur usage. Alors pourquoi justement ils sont méconnus et insuffisamment utilisés ? Ça peut être parce qu'ils n'entrent pas forcément dans les cases que leur ont fabriqué les bibliothécaires. Évidemment, le bibliothécaire fait des typologies, a des outils spécifiques, mais a besoin de classifier les éléments, c'est normal. C'est son habitus professionnel, mais il y a tout un tas de collections qui fonctionnent pas très bien avec ça. Par exemple, parce que elles peuvent regrouper des sources ou des types de documents extrêmement divers. Ça peut regrouper manuscrits et archives, mais aussi fonds iconographiques, collections imprimées, des choses comme ça. D'autre part, il est possible aussi que les outils qu'on met à disposition, nous bibliothèques, ne correspondent pas suffisamment aux pratiques des chercheurs. C'est vrai qu'en tant qu'établissement, souvent, on se pense un peu en tant que silo, on est là pour
accueillir un chercheur et lui mettre à disposition un fonds. Or, du point de vue du chercheur, évidemment, ce qui va l'intéresser d'abord, il ne va pas forcément connaître le fond, mais il va s'intéresser à une thématique, une discipline. Il peut avoir aussi une approche multidisciplinaire. Donc, comment on fait correspondre cette contradiction? Donc, on essaye d'aboutir à une cartographie. Alors, cette cartographie, ce serait quoi? Ce serait d'abord un outil qui recense les différents gisements documentaires Colex-Percé. Et donc, l'idée, c'est que ça complète les catalogues existants, notamment tous les catalogues d'imprimés en marque, ou le catalogue Calam, qui est en EAD, dont on a entendu parler ce matin. Mais évidemment, ça ne doit pas s'y substituer. C'est un catalogue qui a vocation à être redondant. Donc, l'idée, c'est de construire véritablement une cartographie des fonds. En se concentrant justement, comme je l'ai dit, sur les ensembles documentaires qui sont mal couverts par les catalogues existants. Et donc, justement, pourquoi ils seraient mal couverts? Ça peut être parce qu'ils sont composites, comme on l'a déjà dit. Ça peut être aussi des fonds qui sont intégralement numériques ou hybrides, et qui donc n'entrent pas très bien dans les catégories de description que l'on connaît. Ça peut être aussi des fonds qui sont partagés entre plusieurs établissements. Or, évidemment, les catalogues actuels, on peut avoir quelques problèmes à faire des liens entre ces différents fonds. Ça peut être aussi des gisements documentaires qu'on n'attendrait pas dans tel ou tel type d'établissement. Et enfin, c'est un outil à destination des chercheurs. Ça veut dire qu'on essaye d'avoir l'indexation la plus riche possible. Et ça, Philippe reviendra dessus. Dernièrement, il faut que cet outil soit visible et le plus utilisable possible, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit bien référencé sur le web, et d'autre part, pour qu'il puisse être réutilisé par les chercheurs dans leurs propres outils ou leurs propres projets, il faut qu'ils proposent des fonctionnalités d'export variées. Alors, rapidement, qui s'occupe de ce projet, qui fait quoi? Il y a d'abord un chef de projet cartographie, c'est Philippe. Il est hébergé actuellement au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, mais c'est au titre d'une convention dans le cadre du GIS. Il y a aussi un comité de pilotage destiné à développer cette cartographie, où on va retrouver la BNF et la BES, la Contemporaine et le Muséum d'Histoire naturelle, ainsi que, qui ont été les deux établissements qui ont hébergé le projet, et la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne et la chargée de mission Colex-Percé pour faire le lien. Donc l'objectif de ce comité de pilotage, c'est d'harmoniser un peu les différentes façons de décrire les fonds, parce que comme vous allez le voir, il y a une certaine souplesse. Comme justement on a vocation à décrire des fonds qui ne rentrent pas très bien dans les cases, on ne voulait pas brider trop nos formes de description. Il y a aussi un comité de suivi, plus spécifiquement sur ces questions. Et enfin, voilà, on travaille sur deux axes parallèles, un axe contenu, l'établissement de lignes directrices pour l'établissement de la description des fonds, et d'autre part un axe outil qui a vocation à faire évoluer le répertoire de fonds du CCFR, qui est notre structure technique sous-jacente, et dont désormais Philippe va vous parler. Merci beaucoup Clément, bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'INHA pour son invitation à présenter au cours de ces journées donc le projet de cartographie Colex. Donc Clément a posé les grandes dimensions à la fois du GIS et des objectifs de la cartographie. Je vais donc à mon tour partager mon écran. Et donc, cette cartographie qui va s'implanter dans une infrastructure qui est le répertoire de fonds du CCFR. Je vais commencer par un premier rappel de ce qu'est le CCFR. Le CCFR est un service du département de la coopération de la BNF, donc une mission de coopération, et est le réseau de tous les réseaux. Car opérateur du ministère de la Culture, il a pour vocation de travailler avec les établissements de tutelle différentes, des bibliothèques territoriales, municipales, tout établissement qui signale des collections, donc aussi des centres de documentation, des archives, des musées. Un service qui travaille déjà avec la BES, et le projet de cartographie de Colex-Percé renforce cette collaboration, car comme l'a présenté Clément, la BES et la BNF sont dans le comité de pilotage du projet de cartographie. Donc le CCFR, vous pouvez le voir à l'écran, son slogan est de trouver un document, une bibliothèque, un fonds documentaire. Donc,
une politique de signalement sur plusieurs niveaux, qui est exactement ce que l'on recherche à travers ces objectifs de la cartographie, car comme il a été rappelé ce matin, pas de valorisation sans signalement correct. Donc le CCFR a comme mission de signaler le patrimoine des bibliothèques. Pour cela, il propose des bases, la base patrimoine, le catalogue général des manuscrits dont on a parlé ce matin, mais aussi un portail d'interrogation multisource qui prend en compte ces bases, mais aussi les grands catalogues comme le SUDOC, le catalogue général de la BNF, CALAM, BNF, archives de manuscrits. Propose donc des instruments de recherche et de saisie avec Tapir, qui permet de saisir des inventaires de recherche en EAD, et dont on va reparler avec les évolutions du CCFR, et un répertoire des fonds, un répertoire des bibliothèques et des fonds documentaires qui va nous intéresser plus particulièrement dans le cadre de la cartographie, car ça va être l'endroit où va s'implanter la cartographie Collex Percé. Un répertoire des fonds documentaires donc, qui concerne toutes les bibliothèques en France, quelle que soit leur catégorie, donc les bibliothèques de l'enseignement supérieur, mais aussi les centres de documentation, les bibliothèques de musées, les bibliothèques municipales. Une des questions ce matin qui a été posée, c'était la possibilité de signaler des fonds dans CALAM qu'on n'est pas membre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et justement à ce niveau-là, le répertoire des fonds du CCFR permet de signaler les ensembles que l'on voudrait, dont l'on voudrait accentuer la visibilité. Un répertoire des fonds qui aujourd'hui comprend plus de 5000 bibliothèques et plus de 4000 fonds et qui est enrichi sur la base du volontariat. Vous pouvez voir sur la carte la répartition des fonds documentaires par région. Donc, la CCFR met une politique de valorisation sur la base du volontariat en fonction des besoins et des moyens des établissements qui ne sont pas forcément tous les mêmes. Donc, les outils de recherche du CCFR, il y en a principalement deux. Le catalogue fédéré qui permet des recherches croisées, comme je viens de dire, et donc le répertoire des fonds qui permet de rendre visibles des réseaux de bibliothèques, comme le réseau des bibliothèques d'école d'art, qui propose des notices de bibliothèques, comme vous pouvez voir ci-dessous la notice des bibliothèques de l'INEHA, notice de bibliothèque à laquelle sont rattachés des fonds et des sous-fonds qui sont décrits comme ici le cabinet d'estampes anciennes. Le répertoire de fonds du CCFR permet donc de rendre visibles à la fois des informations pratiques et scientifiques. Il y a une dimension cartographique qui permet de visualiser en fonction des... Là, c'est les fonds en recherche par type document, estampes, mais aussi par bibliothèque, l'implantation sur le territoire de l'objet des recherches des utilisateurs, car l'enjeu aussi de signaler des corpus à des endroits où on ne s'attendrait pas forcément à les trouver. Donc, des informations pratiques sur l'accès, l'adresse, le contact, le catalogue, le site internet, et des informations sur les collections, leur description, leur volumétrie, les types de documents, les dates des collections, leur provenance, les langues, pour permettre donc au répertoire d'avoir cette fonction pivot qui nous intéressera particulièrement à la cartographie, de l'usager, de le réorienter vers là où sont les sources qu'il recherche pour son travail. Le CCFR aussi a une ouverture des données, une politique de favoriser la réutilisation des données. Les données sont en accès libre, qu'elles sont récupérables par le site API de la BNF, les jeux de données à la fois des bibliothèques et des fiches descriptives des fonds. Et le répertoire du CCFR, pour faciliter la réutilisation des données et l'interopérabilité, va migrer en 2021 ces données en XML EAD, format dont on a vu tous les avantages ce matin. Et donc, l'outil Tapir, qui est aujourd'hui disponible pour signaler des manuscrits, va lui aussi être upgradé pour signaler les fonds du répertoire de fonds qui sont aujourd'hui décrits par Flora. Donc, Tapir, qui est un outil d'aide à la saisie en EAD qui permet des descriptions simplifiées, permettra, une fois la migration du CCFR en EAD, de saisir les fonds. Donc, voilà pour le cadre du répertoire de fonds du CCFR. Et donc, je vais vous présenter, donc, après, en complément de ce qu'a fait Clément, les objectifs de la cartographie à travers l'enjeu des gisements documentaires en art et en histoire de l'art. L'enjeu de la réflexion était de proposer un protocole valable pour l'ensemble des disciplines de l'enseignement supérieur, où l'on retrouve
une forte hétérogénéité tant dans les établissements, les types de corpus, les disciplines. Donc, réussir à proposer un guide de bonnes pratiques, des bonnes pratiques qui prennent en compte la diversité des corpus, des besoins, des enjeux, pour, nous l'avons dit, améliorer la visibilité des ressources documentaires qui vont alimenter le travail des chercheurs, ressources documentaires qui sont composites, archives personnelles, collections documentaires, fonds iconographiques, production audiovisuelle objet, mais un chercheur par rapport à sa recherche, lui, réfléchit par rapport d'un point de vue sujet, par rapport à ses axes de recherche, par rapport à ses thématiques. Et donc, l'enjeu est de faciliter le croisement de sources répertoriées dans des catalogues différentes et qui, des fois, sont nommées, ne vont pas forcément être nommés, d'être visibles dès les résultats d'une recherche quand on cherche un fonds d'archives et que le nom du fonds, c'est le nom du producteur du fonds. Une personne qui ne connaît pas forcément, ne va pas forcément voir la thématique associée au nom directement. Donc, l'enjeu au niveau du signalement était de proposer à travers le répertoire des corpus où on privilégierait langue thématique à travers les corpus signalés, et d'utiliser la cartographie Collex pour écrire des corpus transverses entre plusieurs bibliothèques et favoriser une indexation commune. Donc là où l'UAD a pu ce matin, où on a vu les avantages pour détailler, aller du plus général au particulier, d'aller à la pièce, là l'enjeu ne va pas être de proposer une description dans le détail. Le répertoire de CCFR propose une description sur 2 niveaux, fond et sous-fond, mais de proposer, de permettre une première approche, une première identification de corpus, de jouer sur la dimension pivot du répertoire pour ensuite permettre à l'usager-chercheur de rebondir vers des catalogues où les ressources sont signalées plus en détail en fonction de l'aspect du corpus qu'il souhaiterait creuser. Donc, utiliser tout l'aspect repérage que permet le répertoire de fonds du CCFR à travers son moteur de recherche, avec des facettes qui permettent d'affiner à la fois par discipline, mais aussi par des points d'accès. Un moteur de recherche qui, dès les résultats, permet de voir des fonds, leur localisation, mais aussi des descriptions, un petit résumé en sous-titre du fonds. Donc, la réflexion a été de se dire l'usager-chercheur va entrer à travers le moteur de recherche. Donc, qu'il y ait le maximum d'informations visibles dès les résultats d'une recherche. Et dans les notices de fonds, là je prends l'exemple du fonds Katia et Maurice Kraft du Muséum, parce que donc un fonds de vulcanologue, mais qui a aussi une forte dimension en art, parce qu'il y a une dation de peinture, d'aquarelle, d'estampes et de photographie. Donc c'est un exemple qui montre le côté pluridisciplinaire peut y avoir certains ensembles. Un fonds qui serait signalé pour la dimension en géologie, en volcanologie, peut aussi intéresser des chercheurs en art. Et aussi, j'attire votre attention au niveau d'une notice par rapport à différents catalogues, d'avoir des notices synthétiques, mais au niveau des traitements, de présenter les différentes facettes d'un fonds qui peuvent être composites, à la fois des imprimés, des peintures, des aquarelles. Pour d'autres fonds, on aura des imprimés, des archives et des objets, et d'utiliser là où, qu'à l'âme, on va aller progressivement à la pièce, là d'avoir une dimension synthétique qui permet de présenter les différents aspects et de permettre des rebonds via les liens. Donc, Clément l'a dit, il y a un travail important à faire sur les années pour, à l'époque maintenant qu'on est à l'époque numérique et avec les développements permettre sur l'interopérabilité, de permettre des alignements avec les référentiels disciplinaires de l'enseignement supérieur, même si bien sûr c'est un premier niveau pas suffisant, car de plus en plus de corpus de recherche s'intègrent dans une dimension pluridisciplinaire, mais au niveau des listes de mots-clés fermées que permet le répertoire de fonds, il y a ce premier niveau qui permet un premier affinage de la recherche, affinage qui est aussi avec une deuxième liste fermée qu'un thésaurus Dewey permet d'affiner par branche, par champ de la discipline, et d'utiliser les autorités rameaux pour décrire les thématiques sujets de ces corpus, favoriser l'interopérabilité et l'alignement avec des plateformes comme DataBNF et IDRF. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais avec le passage en EAD du répertoire de fonds du CCFR, c'est des objectifs à la cible.
et de faire le lien avec les communautés de chercheurs et les programmes de recherche pour, voir pour des fonds qui seraient signalés par rapport à une discipline, voir s'il peut aussi concerner d'autres disciplines, comme la Dation Craft. On peut également citer le projet Digital Maghreb, qui est un projet de recherche avec des chercheurs qui sont demandeurs de quelle est la meilleure manière de travailler avec les bibliothécaires pour signaler toutes les sources sur le Maghreb, quel que soit le lieu de conservation, quelle que soit la discipline originelle, et de réfléchir à quelles sont la meilleure manière de faire un signalement commun, de trouver des points d'accès sur lesquels tous les gisements pourraient être regroupés, et de voir aussi par rapport à d'autres outils de la recherche, une réflexion sur l'indexation, de voir quels sont en général les points d'accès, les mots-clés utilisés par les chercheurs pour caractériser leur travail, et de voir si les corpus tels qu'on les décrit à travers la cartographie peuvent être enrichis de points d'accès qui relèvent de pratiques plus des chercheurs. Donc, dans le cadre des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art, la dimension de rendre visible dans le répertoire du fonds du CCFR, cela peut être, en un premier temps, par les rebonds, la dimension de réseau. Prenons la collection Grappus qui est conservée à la Contemporaine. La majorité des archives de cet ancien collectif sont conservées à la bibliothèque des archives communales d'Aubervilliers. Donc, au niveau des bonnes pratiques de la cartographie, il y a la dimension de rebond passe à travers les liens au sein de la notice de fond. Donc, des rubriques dans le répertoire ou hors le répertoire. Hors du répertoire, donc dans le cas de la collection Grappus, cela nous permet d'arriver sur le site de la médiathèque d'Aubervilliers pour consulter les instruments de recherche du fonds. Les expositions, car le répertoire du fonds du CCFR permet de valoriser, de rendre visibles les expositions qui ont bénéficié, qui se sont construites à partir de tels corpus conservés. On voit là avec le fonds de la stéréothèque du CLEM, du Centre des livres de l'Entre-deux-Mers, du comité de liaison de l'Entre-deux-Mers, pardon. Et enfin, les documents remarquables, car si nous l'avons dit, l'enjeu de la cartographie est de proposer un premier niveau de description, de ne pas aller à la pièce. Certains documents conservés peuvent nécessiter d'attirer une attention toute particulière. Prenons le cas du fonds Jean Arp de la Bibliothèque des musées de Strasbourg, où la notice d'établissement liste un certain nombre de documents remarquables. Donc, pas à l'inverse d'un catalogue, pas présenter tous les documents, mais d'attirer l'attention sur les pièces saillantes de chaque notice. Donc, le projet de cartographie donc, a un rôle pivot. Rendre visible des sources rares et originales dans et hors l'enseignement supérieur et la recherche, car le chercheur, lui, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir trouver des sources pour alimenter son travail. Faciliter le croisement de supports documentaires variés, accessibles via des catalogues différents, pouvoir rassembler l'information. Décrire et caractériser les fonds utiles au projet de recherche, en s'appuyant sur une indexation qui correspond au projet en cours des chercheurs, et améliorer le référencement et cultiver l'interopérabilité des données signalées. Le passage en EAD du répertoire de fonds du CCFR, on a parlé de Calam ce matin, permettra de verser pour les établissements qui le désirent les hauts niveaux de leurs inventaires dans le répertoire de fonds du CCFR. Le répertoire du CCFR, on l'a dit aussi, les données sont d'ores et déjà en accès libre. Le passage en EAD va renforcer la possibilité de réutiliser les données pour des chercheurs, pour des groupes de travail qui souhaitent monter leur propre plateforme. Dans ce cas, le répertoire joue la base de côté pérenne de la conservation des éléments, mais le but est justement de permettre de réutiliser les données pour qu'elles soient visibles dans un maximum d'environnements des chercheurs. Donc, je vous remercie pour votre attention devant la présentation de ce projet de cartographie. Vous pouvez contacter le comité de pilotage de la cartographie directement à l'adresse mail cartographie@colexpercy.eu. Vous pouvez suivre les différentes actualités de l'ensemble du GIS Colexpercy sur Twitter, à twitter.com/colexir, et vous pourrez retrouver l'actualité de la cartographie sur la page du site Colexpercy
à la page cartographie d'excellence. Je vous remercie. Donc, merci Philippe et Clément pour cette présentation. Nous n'avons pas de questions écrites, mais on peut laisser quelques secondes si vous avez des questions à l'oral en levant la main. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner. Les questions viendront sans doute plus tard, puisque c'était extrêmement stimulant. Nous allons maintenant passer à deux intervenants que je ne présenterai pas puisqu'il s'agit d'Anne et de moi-même, pour faire un point afin de terminer cette journée sur là où nous en sommes du portail du réseau des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art, dont la plupart d'entre vous ont très largement entendu parler, bien entendu. Alors, c'est bon sur le partage d'écran? Donc, nous allons faire un point d'avancement sur ce projet de portail qui, lui aussi, à une échelle bien plus modeste que celle du Colex Percé, évidemment, a pour objet de donner de la visibilité à nos bibliothèques où il manque un S et à nos activités. Donc, j'ai, en ce qui me concerne, rejoint le projet tout récemment et j'en suis très contente. Je trouve tout cela extrêmement enthousiasmant. Et nous avons bien avancé ces derniers temps, donc je vais laisser Anne développer la majorité de ce propos. Merci Sophie. Je vais commencer par un rappel donc, des étapes du projet. On va passer sur la première diapositive pour le rappel des étapes. Alors, le projet en lui-même a été initié en 2018, donc lors d'une précédente réunion des bibliothèques d'art, avait été fait la demande de créer un site comme il existe à Rome, qui s'appelle le site Urbis, qui regroupe à peu près une vingtaine de bibliothèques d'art internationales pour la ville de Rome, ce qui permet aux chercheurs de regarder sur ce site et de voir les établissements en histoire de l'art, les bibliothèques en histoire de l'art pour pouvoir faire une recherche. Alors là, je vous ai mis la page d'accueil. Vous avez à peu près la vingtaine de bibliothèques et en cliquant sur chacun des intitulés des bibliothèques, une autre sous-page se présente, fenêtre, où vous pouvez consulter à la fois le site ou le catalogue. Donc, c'était l'idée première de ce projet. Alors, tout le début de l'année 2019 a consisté à réfléchir pour essayer de cerner un peu les contours, définir ce projet. Et nous avons élaboré un questionnaire. Ce questionnaire, nous l'avons présenté aux tutelles à l'automne 2019 pour avoir leur aval. Et nous avons envoyé ce questionnaire en novembre 2019. Donc, ce questionnaire nous permet de savoir, nous a permis de savoir le nombre d'établissements qui souhaitaient participer à ce projet, mais également d'avoir des données administratives pour avoir à peu près les différentes tutelles, parce que nous avons des bibliothèques de fondation, des bibliothèques municipales, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques de musées. Donc, pour avoir à peu près les différentes tutelles possibles de ces bibliothèques, à la fois des données techniques, pour savoir si leur catalogue était moissonnable en OAIP-MH, et leurs suggestions par rapport au contenu de ce portail. Donc, il serait un peu plus développé que le portail Urbis de Rome. Donc, le questionnaire a été envoyé en novembre 2019, de novembre à janvier 2020. On en a fait une restitution lors de la précédente rencontre de novembre dernier, du 24 novembre dernier, où je vous avais présenté avec Jérôme les résultats de ce sondage. En parallèle, donc en septembre 2020, nous avons commencé à faire des demandes de devis. Alors, à la fois pour un LibGuides en CMS multi-utilisateur, donc pour pouvoir créer, structurer donc ce portail, et à la fois pour l'outil de découverte, pour pouvoir rechercher dans les catalogues les notices bibliographiques dans les différents catalogues de nos partenaires. Alors, un rappel qui est quand même important, c'est que l'intégralité du coût financier de ce projet est prise en charge par l'INHA. En fonction des devis qu'on a eus,
notamment pour le devis de l'outil de découverte. Celui-ci était, on peut dire, annexé au nombre de bibliothèques entrantes. Donc, plus il y aurait eu de bibliothèques entrantes, plus ça aurait été coûteux. Donc, nous avons fait le choix, en novembre 2020, lors de l'arbitrage budgétaire, de ne pas retarder ce projet, mais de le diviser en deux. Donc, avec l'année 2021, où nous sommes actuellement, c'est-à-dire mettre en œuvre le portail et demander les demandes de devis pour un outil de découverte, mais cette fois-ci en open source, comme de type VuFind, comme celui qui est utilisé pour le site Urbis à Rome. Tandis que l'année 2022, lui, serait consacrée à la mise en œuvre de cet outil de découverte. Donc, on n'a pas voulu retarder le projet, mais on a préféré le scinder en deux pour pouvoir avancer dans le projet et avoir quelque chose de plus concret. Alors, suite des rappels de ces étapes, donc en février-mars 2021 de cette année, de nombreux établissements étant nouvellement arrivés dans le réseau, j'ai refait un appel pour savoir les établissements qui souhaiteraient participer au projet dans les nouveaux établissements arrivés et dans ceux qui n'avaient pas répondu au sondage la dernière fois. Nous avons ainsi eu un grand réseau et 7 bibliothèques en plus, hors réseau, qui ont souhaité participer donc au projet. J'ai proposé en avril 2021 un appel à volontariat pour la constitution du groupe de travail, que je vais vous reparler après avec la méthodologie. Donc, ce groupe de travail a commencé, la première séance était le 4 mai et il ira jusqu'au 15 juin de cette année. Alors, il y a un groupe de travail qui est là au printemps, qui va nous aider à définir la structuration et le contenu du portail. Mais on va faire des tests en juillet et août de fonctionnalités du LibGuides. Et nous allons refaire des séances après, donc à la rentrée, pour tout ce qui est les choix émis pour l'instant, pour voir si c'est faisable et remontrer après. Donc, nous aurons de nouvelles séances à la rentrée 2021 pour montrer les premières, on va dire, présentations, les premières pages et voir finir de définir les choix. Voilà. Donc, je repasse. Donc, second semestre 2021, donc il y aura la validation des contenus du portail, sa structuration et sa mise en forme des contenus. Et on refera peut-être une série de séances de groupe de travail donc à la rentrée. En parallèle, en septembre, nous allons présenter, nous attendons la validation juridique de la convention cadre du réseau et du portail que va parler Sophie dans quelques minutes. Donc, pour la suite de notre projet, l'idée donc de la structuration donc, des données de ce portail pour l'automne 2021 pour pouvoir présenter fin 2021 le portail sans l'outil découverte, mais le portail avec élaboration d'un dépliant et de la communication donc, sur ce portail, sur les différents réseaux. L'idée, donc, c'est que l'année 2022 soit consacrée à l'instruction autour de l'outil de découverte. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la séparation du projet en deux parties. Alors, les établissements participant au projet. Donc, par rapport à l'année dernière, mois de novembre dernier, on vous avait présenté déjà un point d'avancement. Nous avons beaucoup plus d'établissements qui ont souhaité participer au projet. Donc, nous en sommes actuellement à 136 établissements qui correspondent à 157 bibliothèques. Donc, fait partie des 3 grands réseaux nationaux, le réseau des bibliothèques des musées nationaux, le RBMN, le réseau des bibliothèques des écoles d'art, le BEAR, et le réseau des bibliothèques des écoles d'architecture, Archires. Nous avons également donc l'Institut national d'histoire de l'art qui coordonne le projet et 35 bibliothèques hors réseau qui fait partie donc de ce projet. Alors, je vous ai mis dans la diapositive suivante la liste des établissements et réseaux participant au projet. Donc, vous avez en couleur les 3 grands réseaux et en blanc la liste des bibliothèques hors réseau qui souhaitent participer donc à ce projet. Alors, je vais maintenant évoquer la méthodologie du groupe de travail. Donc, j'ai fait un appel à volontariat au mois d'avril pour demander les différents établissements qui souhaiteraient participer à ce groupe de travail. Et nous avons donc eu une vingtaine de réponses qui correspondent donc à des réseaux ou à des grands établissements.
Alors là, je vous ai mis un peu la liste. Donc, on retrouve nos 3 grands réseaux. Donc, le réseau des bibliothèques des musées nationaux, le réseau des bibliothèques des écoles d'art, le réseau des bibliothèques des écoles d'architecture, et après, donc, 17 bibliothèques en réseau. Alors, pour la méthodologie, donc, afin de définir la structuration et le contenu de ce portail, 6 séances thématiques ont été programmées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les mois de mai et juin 2021. Donc, j'ai programmé. Donc, le mardi 4 mai, c'était l'organisation de la page d'accueil. Le 18 mai, actualité du réseau et l'intranet professionnel. Le 25 mai, c'était aide à la recherche. Il nous reste encore 3 séances. Donc, le mardi 1er juin, c'est ressources en ligne. Le 8 juin, c'est encore ressources en ligne parce que c'était une matière un peu dense, donc nous l'avons coupé en 2. Et le mardi 15 juin, ça sera une séance supplémentaire d'approfondissement de certaines thématiques. Voilà. Alors, les thématiques abordées devraient reprendre donc les suggestions qui avaient été mises lors du questionnaire de 2020 sur le contenu du futur portail, avec les adaptations proposées par le groupe de travail. Donc, je vous ai mis un tableau, mais celui-ci entre guillemets, est déjà modifié parce que on a déjà eu 3 groupes de travail, et ce qui a fait que nous avons déjà modifié certains choix de menus et sous-menus donc pour ce portail. Alors, la méthodologie, toujours. Donc, avant chaque séance, j'envoie un document support qui est envoyé aux participants du groupe de travail et qui récapitule donc les points et sous-points à aborder. Ce document, il sert de base donc à la discussion. Les décisions prises, les suggestions ou les questions en suspens sont notifiées dans un relevé de décision qui est envoyé après chaque séance. Sachant que les choix émis lors de chaque séance ne seront définitivement validés qu'après vérification de sa faisabilité sur le logiciel LibGuide. C'est pour ça qu'on a reprogrammé des séances à la rentrée pour pouvoir présenter le premier travail et pour voir au cas où, les décisions, voilà, refaire peut-être pour certaines choses des décisions. Alors, Ludivine Schott, qui travaille avec nous au service informatique documentaire de la bibliothèque de l'INHA, est la personne ressource pour l'aspect technique de ce projet. Donc, elle participe aux séances du groupe de travail afin de nous faire bénéficier de son expertise technique. Elle va assurer donc l'installation et le paramétrage du logiciel afin de créer le portail. Ça sera à la rentrée 2021. Et c'est également elle qui, pour le choix du logiciel, a été force de proposition. Enfin, certains choix ne seront pas abordés lors de ces séances, mais feront l'objet de discussions à part une validation sur d'autres créneaux. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Sophie qui va nous parler de la convention. Oui, juste quelques mots pour finir cette présentation, pour aussi vous informer chacun et chacune, puisque je pense qu'une grande partie d'entre vous soit participent ou sont déjà adhérents au réseau des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art, soit en ont très très envie après cette journée, et c'est bien compréhensible. Donc, pour vous dire que nous allons mettre en place une convention de partenariat qui fixera les principes de coopération au sein du réseau. L'idée de cette convention est de structurer vraiment le réseau, d'établir de manière un peu plus formelle en fait les conditions de coopération d'un réseau qui jusqu'à présent, et c'est aussi une de ses forces pour le moment, est très informel, basé sur le volontariat, basé sur l'intérêt évidemment de chacun des partenaires pour les activités au sein de ce réseau. C'est pas quelque chose du tout dont on veut se séparer, mais on rentre dans une phase de réalisation et où il est nécessaire d'avoir un petit peu plus de structure. Donc c'est l'objectif de la mise en place de cette convention.
Cette convention sera une convention cadre. Enfin, on la souhaite la plus facile possible et la moins lourde parce que, comme le disait Anne, ce réseau couvre maintenant tout de même un certain nombre d'établissements et à la fois en gestion, nous pensons à notre service juridique, et pour chacun des établissements chacun d'entre eux n'a pas toujours d'énormes moyens juridiques, nous voudrions que ce soit le plus simple possible. Donc, l'idée, c'est de faire une convention cadre avec attaché un formulaire d'adhésion au réseau, ce qui permet éventuellement de modifier le formulaire ou de modifier des éléments sans pour autant modifier la convention cadre, qui forcément aura un principe de validation un petit peu plus lourd. Reste le cas de l'adhésion par le biais de l'un des réseaux dont Anne parlait tout à l'heure. Ces réseaux comportant un grand nombre d'établissements, ces établissements participant au réseau des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art par le biais d'un de ces 3 réseaux, il faut qu'on trouve une modalité de fonctionnement. Il faudra qu'on en discute évidemment encore tous ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui est fixé, mais ce serait sans doute une convention cadre avec le réseau et un formulaire d'adhésion qui serait destiné à chacune des bibliothèques des réseaux. Cette convention, ces termes ne sont pas encore tout à fait arrêtés. On discute de ça avec notre service juridique. Cette convention serait assez simple, mais définirait dans un premier temps, le réseau, son fonctionnement, ses modalités, sa définition. Et dans un second temps, les modalités générales de la mise en place du portail et de son fonctionnement, notamment le rôle de l'INHA par rapport aux partenaires dans le fonctionnement du portail, puisque tout ce qui est développement et mise en place sera côté INHA. Les particularités un peu plus précises du portail seront sans doute dans une annexe de la convention qui, elle aussi, sera plus facile à modifier le cas échéant que la convention en elle-même. Donc tout ça, comme je le disais, on est encore en cours de discussion. Nous voudrions revenir vers le comité scientifique du réseau à la rentrée en septembre 2021 pour exposer cette convention et pour discuter, pour voir si tout le monde est d'accord avec les termes. Le grand intérêt des discussions dont parlait Anne en ce moment, qui ont lieu autour de ce qui peut paraître très terre à terre sur l'organisation du portail, soulève en fait un certain nombre de questions qui sont très intéressantes sur qu'est-ce que le réseau, qu'est-ce qu'on veut qu'il soit, par où on veut qu'il passe, comment est-ce qu'on veut qu'il s'exprime. C'est intéressant et du coup, on moissonne un certain nombre d'idées qui viennent très régulièrement modifier l'idée de convention que nous avions au départ. Les intérêts de cette convention, à notre avis, sont très clairs. C'est, comme je le disais, de donner une structure, de donner un cadre dans lequel s'exerce le partenariat autour du réseau, à la fois pour l'INHA, mais aussi pour les partenaires, évidemment. C'est toujours mieux quand chacune des parties est d'accord avec les termes et que ces termes sont exprimés. Dans le même ordre d'idée, c'est aussi bien quand il est clair quels sont les périmètres d'action de chacune des parties, sachant qu'il est évident que, comme le disait Anne, vu la variété des statuts, des tailles, des volontés d'implication des acteurs, nous sommes bien conscients qu'il faut laisser une certaine souplesse dans les niveaux d'implication. Donc ça, ce sera évidemment un point d'intention que nous avons bien à l'esprit. Et enfin, et ce n'est pas toujours anodin pour chacun d'entre nous, chacun de nos établissements, c'est aussi offrir une visibilité auprès des tutelles, de montrer que ce n'est pas quelque chose juste d'informel, on s'abonne à une newsletter. C'est vraiment un réseau construit avec une tête de réseau, avec un portail, ce qui donne quand même un atout à l'idée de participer à un réseau national qui a une vraie volonté de cohérence territoriale à large ampleur. Voilà, de toute façon, on vous tiendra évidemment tous au courant de ces questions. J'ai l'impression que nous avons d'ores et déjà des questions côté questions et réponses. Et Wilfred a également levé la main. Anne, on commence comment? Peut-être par la question écrite? Oui.
Alors, bonjour. Concernant le projet du portail et l'agrandissement du réseau, est-il envisagé dans une troisième phase d'articuler la recherche avec les collections en histoire de l'art visibles sur des plateformes universitaires non identifiées comme bibliothèques d'art? Je pense par exemple aux collections de PSL. Exemple, Binôme, Explore, PSL, EU. Nous n'en avons pas encore parlé. Il va déjà falloir, je pense, voir en quelle mesure la deuxième phase. Et c'est aussi pour ça que la participation au portail fera vraiment l'objet d'une annexe de la Convention, parce que tous les établissements qui font partie du réseau n'auront probablement pas ni les ou les capacités ou la volonté de participer à l'outil de moissonnage et de catalogue commun. Donc cette troisième phase, ma foi, pour le moment, n'est pas extrêmement bien définie. Cependant, c'est effectivement une question. C'est peut-être quelque chose qu'on peut commencer, à quoi on peut commencer par répondre avec ce dont parlait Anne, sur les ressources du portail, au moins signaler quand il y a des bibliothèques numériques ou quand il y a des chapitres spécifiques de certains sites d'envergure nationale ou d'envergure universitaire comme celui-là. Au moins lister ce type de ressources sur le portail, ce serait déjà un premier pas intéressant. Alors, je vais pour Wilfred, je fais permettre la parole. Donc, si Wilfred, tu veux activer le micro, ton micro, c'est bon pour moi. Wilfred? Mon micro, ça marche pas? Si, c'est Ça bon. marche, ça marche. On peut. Bonjour, merci Anne, Sophie et tous ceux qui sont derrière ce grand projet. C'est une très bonne initiative, je crois. Ma question très spécifique. Urbis, donc l'exemple Rome où tout a commencé, avait comme objectif principal d'aider les chercheurs sur place à Rome de trouver le lendemain ou au plus vite un document qu'il ou elle cherchait. C'était ça l'idée d'Urbis. Là, on voit bien que le projet présenté par vous, sur lequel on travaille, va devenir autre chose. Elle d'abord couvre le territoire national. Et je comprends les raisons. Mais je dois dire que qu'est-ce que ce portail va ajouter ou aider à quel usager comparé aux autres plateformes qui existent, nationales, Sudoc, Catalogue Collective, international, WorldCat, où est encore l'intérêt pour quel usager? Merci. Alors, c'est une question fondamentale, de fait. C'est une question importante aussi parce qu'effectivement, on n'est pas du tout dans la même logique de géographie documentaire qu'Urbis. C'est peut-être plutôt la cartographie, quelque part, des collègues percés qui répondra à ce genre de questions. Là, c'est plus déjà donner une visibilité au réseau. Et comme il a été dit précédemment, les bibliothèques qui sont concernées par ce réseau sont de statuts très différents et n'ont pas toujours la même visibilité, en fait. Donc, autant à Paris, quand on est chercheur à Paris, on voit à peu près de quelle bibliothèque on peut avoir besoin, encore que parfois on puisse avoir des surprises. Je pense qu'à un niveau peut-être pas local, mais régional, il est intéressant de mettre en exergue les réseaux de bibliothèques sur les sujets art et histoire de l'art pour donner une visibilité vraiment à des établissements de statut très différents, puisque les chercheurs, selon le paysage dans lequel ils évoluent, peuvent être focalisés sur un certain type d'établissement et c'est peut-être plus difficile de s'ouvrir à d'autres, quelle que soit l'échelle. Par ailleurs, le côté documentaire, donc cet outil de découverte dont parlait Anne, certains ouvrages, des catalogues comme le Sudoc ou comme celui de la bibliothèque ou comme le CCFR, sont de toute façon, je ne veux pas dire que ce sera redondant, mais effectivement, il y a un certain, ça va répondre à des besoins qui sont assez similaires, mais qui sont thématiquement, là en l'occurrence, ce sera thématiquement spécialisé.
ce qui peut à nouveau donner de la visibilité à un certain type de collection avec un certain type de documents qui sont quand même parfois très spécifiques à diffusion ou à tirage limité. Ça peut, on pense que ça peut toujours être intéressant. Peut-être qu'on se rendra compte en le faisant qu'en fait non, mais c'est une demande qui est quand même assez large et qu'on a aussi de la part de certains chercheurs. Donc, on espère que ce sera intéressant. Anne, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est vrai que pour le projet, l'idée quand même du portail, le premier, c'est quand même de chercher, de trouver la bibliothèque et de trouver des collections. C'est quand même l'idée première du portail et ça a été redit dans les groupes de travail. Ça, je voulais le repréciser. Donc là, je n'ai pas d'autres questions. Donc, de toute façon, les intervenants de cette journée, Anne et moi évidemment, restons à votre disposition. Si vous avez des questions qui vous viennent ultérieurement, n'hésitez certainement pas soit à nous écrire aux uns aux autres, soit à écrire à Anne si vous voulez transmettre des questions. Nous donnerons évidemment suite. Merci de votre attention de notre côté. Merci. Pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, Anne, Non. ni par écrit, Non. ni... Non. Ni à l'oral, ni écrit. Bon, alors c'est certainement le signe du ciel que le mot de la conclusion arrive, ou son heure en tout cas arrive. Bon, difficile de faire une conclusion à une journée comme celle-là, ou en tout cas une synthèse. J'espère simplement que comme moi, en fait, vous aurez gagné à écouter ce partage d'expérience, de portail documentaire, d'ambition, d'envergure et d'objectifs variés, parfois locaux, parfois nationaux. Que chacun aura pu aussi, lorsqu'il ne pratique pas certains outils comme le AD, en avoir un aperçu de l'intérieur et je salue la pédagogie de ma collègue Caroline Chesky, pas seulement parce que c'est ma collègue, mais parce que je pense aussi que ça fait parfois du bien dans ce type de journée d'études de un peu rentrer dans le dur en fait des applications utilisées dans nos établissements. Et puis enfin, j'espère que les présentations d'outils collectifs qui ont été faites, enfin qu'il s'agisse d'outils en construction ou comme notre portail, comme le projet cartographie du Giscolex Percé ou d'outils au contraire déjà existants comme le moteur de recherche collection du ministère de la Culture, vous ont permis d'ouvrir quelques horizons et d'avoir quelques pistes en fait sur la manière peut-être d'enrichir vos propres portails à l'avenir. En tout cas, l'idée était de permettre à chacun de pouvoir puiser des idées pour effectivement enrichir nos catalogues, enrichir nos portails et au final mettre en avant, mettre en valeur nos collections pour nos usagers. Voilà, j'espère que la partie, les interventions qui relevait plus d'une sensibilisation aux aspects juridiques ou à une éthique de l'utilisation des images, pour reprendre la formule qu'a utilisée plus tôt cet après-midi Martine de Noyel, vous ont également été utiles. J'en termine par un ensemble de remerciements. Alors, vous dire que vous étiez un peu plus de 120 à être inscrits. Vous avez été entre 80 et 90 aux différentes sessions de la journée. Je ne
sais pas, je n'ai pas regardé le détail pour savoir si certains d'entre vous nous ont quittés à midi ou au contraire rejoints cet après-midi, mais en tout cas, le nombre de participants, malgré ce contexte toujours en ligne, nous laisse penser, nous donne une mesure, en tout cas, que avant même d'avoir des outils communs, nous continuons à faire réseau, tout simplement. Je voudrais remercier de nouveau donc l'ensemble des intervenants de la journée pour cet exercice qui commence à nous lasser tous d'intervenir devant une caméra. Je ne reciterai pas l'ensemble des intervenants que vous avez écoutés. Remercier encore donc le comité d'organisation sur lequel on s'est appuyé, le dit comité scientifique, qui n'a pas encore été nommé aujourd'hui. Donc, je me permets de prendre une toute petite minute pour citer le nom des collègues qui se sont impliqués dans la construction de ce programme. Donc, les collègues des réseaux eux-mêmes que citaient Sophie et Anne tout à l'heure, Valérie Chanu-Humbert du C2RMS pour le réseau des bibliothèques des musées nationaux, Cécile Kerjean pour les BEAR, Claire Chantal Fouquet pour Archires, et puis les collègues Evelyne Sinigaglia pour Frantic également, pardon, et les collègues qu'on a fait intervenir pour représenter leur établissement ou un ensemble d'établissements. Céline Natil au MACVAL, Stéphanie Rivoire au MAD, Marie Ferrini au musée du Quai Branly pour l'écosystème des musées, et puis pour la ville de Paris, notre collègue Anne-Laure Charrier, qui est maintenant directrice de la médiathèque musicale de la ville de Paris et qui était encore au début de l'année quand on a commencé à travailler sur ce programme en poste à la bibliothèque Forney. Donc merci à vous toutes et non pas à vous tous. Merci à vous tous, chers collègues, pour ce travail préparatoire. La conclusion de la conclusion, donc, est de vous dire que, voilà, en dehors de travaux que certains d'entre vous vont continuer à mener pour la conception de ce portail des bibliothèques d'art, on aura l'occasion de se retrouver ou de retrouver certains collègues de vos établissements à l'automne. Vous savez que autour du même carnet d'adresses, on organise chaque année une rencontre des catalogueurs. Donc, on n'a pas encore arrêté la date, mais Anne me dit en off que ce sera probablement au mois de novembre 2021. Nous mettrons en ligne sur le portail bibliothèque.inha.fr l'enregistrement et certainement certains supports de présentation de la journée qui s'achève. Et on aura bien sûr l'occasion de se retrouver dans ce format autour d'une thématique qu'il faudra identifier et travailler ensemble pour la rencontre des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art 2022, j'espère cette fois en présentiel dans l'auditorium de la Galerie Colbert à l'INHA qu'on est en train de rénover. Merci à tous et je vous dis à très bientôt et comme il se doit, portez-vous bien.